lancé depuis 2021 par le gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère de la Communication et Médias. Cet exercice de redevabilité qu'on appelle briefing a connu un parcours et nous sommes là pour évaluer notamment ce parcours, ce passage tout le long de l'année 2024. Nous allons parler des enjeux, mais aussi des perspectives cette année 2025. Je ne suis pas seul, nous recevons des invités sur ce plateau avec qui nous allons évaluer, décrypter, même analyser. Monsieur Ogboul Okwes, bienvenue. Merci. Vous êtes chef de travaux. Ali Fassik, qui a changé, je crois, de dénomination. Qui est devenu Unisic entre-temps. Unisic. Voilà. Très bien. Nous recevons également Eric Tizani, bienvenue. Et bonne fête des fins d'année. Merci à vous. Vous êtes journaliste, c'est ça. J'aimerais vous présenter ainsi, puisque vous intervenez ici et là. Gardidiana également, bienvenue. Merci Guichou. Journaliste aussi. Ouais. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Alors, on va parler de ces briefings, qui est ce moment de communication, cet exercice qui a fait couler assez d'encre et de salive. S'il faut remonter le temps lorsque la chose a commencé, on n'en donnait pas crédit. Beaucoup remettaient un tout petit peu en cause la réussite de ces briefings. Aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire, M. Ogboul Okwes, que le briefing a réussi son bonhomme de chemin? Oui, on peut le dire si on regarde la longévité et si on regarde aussi la manière dont ce briefing a évolué. Ça a commencé un peu timidement, les gens hésitaient peut-être à y aller, par exemple les gouvernants hésitaient à y aller, mais on sent de plus en plus que les gens ont envie d'y aller. Ça veut dire que les membres du gouvernement comprennent que c'est une partie de la communication gouvernementale qui se fait et qu'ils ont quelque peu, j'allais dire, le devoir d'aller à ce briefing pour dire ce qu'ils font. Et voilà, ça a pris plusieurs formes, mais je pense qu'aujourd'hui, ça se consolide, même si on peut dire qu'il y a toujours des choses à refaire. Est-ce qu'il y avait une nécessité de faire les choses différemment, puisque la communication institutionnelle, on l'avait déjà, la communication gouvernementale aussi existait. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour la RDC de procéder autrement en mettant en place ce briefing? Vous savez, lorsqu'un ministre arrive en fonction, il regarde son secteur et il peut apporter des innovations. Ça veut dire qu'il se dit, ce qui se fait déjà, mais il veut aller peut-être plus loin. Il a derrière lui, certainement dans sa tête, une idée de ce qu'il veut faire. La communication institutionnelle est là, c'est vrai, mais le briefing n'est pas que communication institutionnelle. On peut dire, si on regarde, bon, moi je suis théoricien, vous savez, si on lit, on fait un peu la lecture avec, par exemple, les gens de l'université de Helsinki, qui montrent que lorsque vous avez des formats comme les briefings, on a dedans une communication de type social, on a dedans une communication de type administrative, parce qu'on donne les informations sur ce qui se passe dans l'administration, on a dedans un type de communication institutionnelle, comme nous le disons, mais on a dedans un type de communication politique qui consiste à défendre les choix du pouvoir, n'est-ce pas, les choix du régime, à défendre une sorte de bilan. Et c'est de ce côté-là qu'on voit la redevabilité. Donc c'est un peu un package. Il a voulu faire plus que ce qui était fait avant, en apportant les autres aspects que peut-être avant. Eric, plusieurs types de communication cités par M. Ogboul. Est-ce que le briefing a su et a pu répondre à ces différents types de communication? Il faut dire qu'il y a tout dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays déjà convoité et agressé. Et ce besoin que de communiquer est permanent au sein de notre population. Et généralement, il y a cassure entre les dirigeants et les dirigés. Comment rétablir la confiance entre l'un et l'autre pôle? Encore faut-il qu'il faut communiquer. Paul, j'entends. Je suis en train de le dire sous la couverture du prof. C'est-à-dire, on dit la communication doit nous sauver. Parce que lorsqu'il n'y a pas de communication, va s'installer la rumeur. Et avec nous, la rumeur, la diabolisation, ça va envenimer la situation. Donc il faut communiquer. Chemin faisant. Mais la dimension sociale, on n'a pas pu la ressortir dans le briefing. Je prends un cas. Il a évoqué tout à l'heure. La dimension sociale, voici un exemple. Il y a eu un problème de rareté de carburant dans nos stations d'essence ici. On a fait venir le ministre d'alors, Budimbu, qui est aux hydrocarbures, pour venir dire aux Congolais, si ici à Kinshasa nous avons le stock adéquat pour contenir toute la demande qu'il y a dans la ville. Parce que Kinshasa aujourd'hui, on vous dit 15-16 millions d'habitants, c'est pas rien, ça fait toute la Côte d'Ivoire réunie. S'il ne faut pas aller au niveau de l'Europe.
Voilà, donc la communication sociale est essentielle. Et dedans, on retrouve un peu du tout. Et on a activé tout le mécanisme pour pouvoir dire au monde entier que nous sommes un pays agressé. Par moments, ça aborde les volets politiques, diplomatiques, militaires. On a même fait parler la grande muette, l'armée. Combien de fois on a fait venir le général Ekenge pour venir nous dire ce qu'il en est par rapport à la progression de nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, etc., etc. Ça dépend du sujet et on avance comme ça. Et moi, je crois que ça a créé quand même un ancrage. Merci beaucoup, Gardi. Diana, certaines personnes pensent que le briefing a été mis en place, avant que l'on entre dans son parcours 2024, a été mis en place pour faire la publicité de la mandature du président de la République. Ben, pas forcément, parce que je préfère le prendre dans le sens d'une communication publique. Il vous souviendra aujourd'hui que je préfère prendre le briefing dans cette approche pour faire voir un élément que les gens ne tirent peut-être pas attention. Eric l'a peut-être dit en luminaire, on vit une période de crise de politique. Il y a une rupture entre la population et les politiques. C'est généralement la phase qui a permis à ce que vous voyez, les journalistes ont pris beaucoup trop d'ascendance sur les questions politiques et autres, les orientations. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le briefing, au-delà de son approche communicationnelle publique, le briefing a amélioré un élément pour la presse congolaise en général qu'on ne tire pas attention, l'accès à l'information. Combien de journalistes aujourd'hui étaient capables de pouvoir interroger directement les acteurs de l'actualité et avoir de réponses? Combien pouvaient se permettre d'aller voir un ministre pour avoir des informations sur des questions d'actualité? Or, dans ce contexte de redevabilité... Le briefing a su... Ou a pu ouvrir les portes à tout le journaliste, à tout le journaliste, ou à une catégorie de journalistes? Non, pas une catégorie. À tout le journaliste. Je connais de jeunes gens qui ont leurs médias en ligne, qu'ils ont créés il y a 2-3 mois, qui participent au briefing. C'est vrai que quand vous avez plus de 900 et quelques télévisions, quand vous avez une centaine de radios, quand vous avez une multitude de médias en ligne, il est difficile de pouvoir ramasser tout le monde. Mais à ces niveaux-là, c'est quand même une brèche ouverte pour permettre à chacun d'interroger directement les acteurs de l'exécutif. Mais au-delà de ça, quand vous dites c'est le marketing, mais vous savez, logiquement, j'aime la notion, le concept de redevabilité qui est devenu presque le leitmotiv du briefing, parce que dans la notion de redevabilité, il y a un élément essentiel, il y a une valeur intrinsèque, c'est la transparence. La transparence, c'est être en mesure de dire un élément justifiable et prouvable. Aujourd'hui, généralement, les gens ont tendance à prendre les communications dans son sens exclusivement politique. Mais quel est cet élément évoqué au briefing qui s'est avéré être après fausse? C'est ça aussi l'aspect de choses. Mais au-delà de ça, on ne peut pas interdire au gouvernement. Et je crois, encore une fois, je vais peut-être puiser dans la question que vous avez posée avant, le ministre actuel a innové en jouant le rôle de conseiller en com de l'action de l'exécutif. Il n'annule pas les efforts de communication de chaque ministère sectoriel, mais il est plutôt là en complément du travail de communication de chaque ministère. Très bien. Dans ça, je ne pense pas que ça soit un élément très péjoratif comme les gens aimeraient donner. Certes, les avis péjoratifs qui viennent de part et d'autre sont inhérents à chaque communication qu'on qualifie politique, malheureusement, ou publique, parce qu'on vit une période de crise des politiques. Très bien. Monsieur Roule, vous enseignez dans une université où on parle communication chaque jour. Est-ce que le briefing n'a-t-il pas dérangé le principe de communication dans son fond? Examinons le fond. Non, pas du tout. Ça n'a pas dérangé du tout, au contraire. Et je vais renchérir ce que disait le confrère tout à l'heure. C'est une forme de communication politique. Pourquoi une forme de communication politique? Parce qu'il faut faire vraiment... En fait, c'est à la lisière entre la communication politique et la communication publique. Pourquoi? Dominique Wharton, qui est un grand sociologue, un grand homme à travers le monde, un érudit, dit qu'il n'y a pas possibilité d'avoir une communication politique sans la communication publique. Surtout en ce qui concerne l'action gouvernementale. Pourquoi? Parce que la communication gouvernementale doit être basée sur les politiques publiques. On ne communique pas politiquement pour pouvoir mettre en exergue un individu, pour mettre en exergue une seule idée, mais c'est plusieurs idées, plusieurs individus à la fois. Ça veut dire qu'on vise l'intérêt commun à travers la communication gouvernementale. Quelle forme de communication publique? Et parfois on définit cette communication comme étant un ensemble de personnes privées qui veulent discuter des problèmes publics. C'est ça la communication publique. C'est des personnes privées. Par rapport au gouvernement, ce n'est pas des personnes privées maintenant. C'est des personnes qui sont investies du pouvoir d'État, qui viennent
parler, qui viennent dire aux gens ce qui se fait par rapport à l'action gouvernementale. Autrement dit, c'est la cohérence entre les politiques publiques, telles que c'est prévu, et leur ancrage et la manière dont ces politiques publiques sont en train de s'exécuter sur terrain. Et la communication gouvernementale et briefing vient justement comme élément... Donc ce n'est pas une faute que ça soit présenté par le ministre de la Communication. Ce n'est pas une faute. Étant en fonction et membre de ce même gouvernement... Ce n'est pas une faute. Il ne s'agit pas d'une émission. Ouais. Il ne s'agit pas d'un genre d'information pour qu'on la laisse entre les mains des journalistes. Non. Il s'agit d'une communication. Et la communication, de par sa nature, de par sa définition, il y a un intérêt. On ne communique pas pour rien. Ça veut dire que... Comme c'est lui le communicateur en chef, du moins on peut dire, parce que c'est lui, et donc c'est normal que ce soit lui qui conduise l'action de cette communication. Tout le problème, ce Chungu, c'est qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Une cohérence dans l'action gouvernementale, dans les politiques publiques. Le briefing ne doit pas être l'occasion où on vient parler seulement des individus. Parce que, je vous ai dit qu'il y avait dedans de la communication institutionnelle, qu'on appelle communication corporate, où on peut venir pour juste faire monter un individu. Un ministre qui fait des bonnes œuvres, on vient, on monte et tout et tout. Ça ne devait pas s'arrêter à ça. Heureusement que ça ne s'arrête pas à ça. Ça va jusqu'à parler des politiques publiques. Donc, les questions qui viennent au briefing, je ne sais pas si c'est le cas pendant les 3 années, mais les questions qui viennent au briefing doivent être des questions qui ont préalablement été des questions de politique publique. Ça veut dire qui ont préalablement été des questions qui ont été prises en charge par l'action gouvernementale. Okay. Voilà. Et donc des questions téléphonées qui viennent du gouvernement, en ce moment-là, envoyées aux journalistes. Non, quelque part, ça dérange pas un tout petit peu. Non, je ne parle pas des questions, s'il vous plaît. Je ne parle pas des questions, je ne sais pas des problèmes. Voilà. Ce sont des problèmes qui doivent avoir été pris en charge dans l'action gouvernementale, des politiques publiques. Et ça ne doit pas être des problèmes qui concernent des individus et ainsi de suite. En ce moment-là, les briefings se justifient tout à fait. Parce que ça permet au gouvernement de pouvoir dire, de pouvoir défendre ses choix, de pouvoir montrer que les choix qui sont faits sont des choix qui sont judicieux. Et c'est là qu'intervient la partie communication sociale, qui vient orienter, qui vient dire aux individus que l'action que nous menons, c'est une action bénéfique pour vous, ou qui permet à la société de pouvoir changer des comportements. Voilà. Et donc le briefing de ce côté-là a réussi justement à mener les gens vers ce côté, même si on va le voir peut-être sur le plan pratique, il y a des choses à refaire et sur le plan pratique... On le dira puisque c'est une évaluation qu'on est en train de faire, surtout pour l'année 2024. Moi, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu des succès de ce briefing, parce qu'au départ, ça a été mis en place pour changer la donne, notamment apporter du nouveau et aussi impacter dans cette image des institutions notamment. Est-ce que l'on peut citer aujourd'hui le grand succès du briefing? Le grand succès, moi je crois que ça depuis plus de 3 ans, de ce que la population vit. Je me souviens une fois, on avait reçu lors du briefing le ministre Nicolas Kazadi, alors qu'il était encore aux finances. Il nous a dit ceci, il dit, désormais, nous serons capables de pouvoir quitter Banana dans une Toyota Ketch pour atteindre Bukavu. Je lui ai dit non, monsieur le ministre. Comment voulez-vous que je vous croie? La Bible dit à celui qui a été fidèle dans de petites choses, on va encore accorder de grandes choses. Ici, je suis incapable de quitter la RTNC pour venir visiter ma mère qui est à Barumbu parce que la route Cabinda est détruite de fond en comble. Si on est incapable de pouvoir réhabiliter Cabinda, comment va-t-on faire Banana Bukavu? Et ces jours-ci, je ne dis pas que c'est déjà tout fait, mais j'ai quand même vu que l'on commence à jeter des cailloux et tout ça. Moi, mon problème, c'est que... Ça va avec la question, ma foi. Vous parlez des succès. Vous parlez des succès du briefing. Les succès n'aura de sens que si ces briefings qui abordent les sujets qui intéressent les uns et les autres arrivent à apporter des solutions attendues par notre population. Et la solution viendrait de qui? Des dirigeants, au niveau du gouvernement notamment. Très bien. Gardi Diana, on a l'impression que le briefing, au lieu d'ascenser la vision telle que bien présentée par M. Oboul, le briefing, par contre, a ascensé la personne Patrick Mouyaya. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui explique cet aspect de choses? Non, mais c'est un aspect de choses que moi je ne comprends pas encore. Le fond ou la forme? Je ne sais pas l'expliquer. Peut-être le fait qu'il est constamment présent, mais je rappelle que Patrick Mouyaya était star de la télé avant qu'il devienne ministre. Je crois que c'est un visage connu et beaucoup ont du mal à se faire à l'idée qu'aujourd'hui il est acteur politique que journaliste. Mais dans le fond, je réponds à une question, ce que Eric voulait te dire par son analogie. Parce que le briefing a réussi à replacer les questions de politique publique dans les débats publics.
Aujourd'hui, les gens sont capables de rediscuter sur les orientations, par exemple des finances publiques avec l'affaire Forage et autres, parce qu'aujourd'hui, il y a un exercice de redevabilité qui quitte la dimension technique de simple point de presse que le ministre faisait à gauche à droite. Et aujourd'hui, on a presque apporté la dimension humaine dans cette communication qui permet à chaque couche de la société de pouvoir comprendre un tout petit peu. C'est la dimension sociale qui fait en sorte qu'aujourd'hui, petit à petit, il y a une dynamique où le citoyen cesse d'être simple consommateur de l'action publique, mais on devient acteur de plus en plus. Et aujourd'hui, vous verrez que cette... Et même contrôleur de ce qui est fait. Justement, c'est ça, devenir acteur. C'est le seul pouvoir qu'il a, c'est le pouvoir de contrainte par la clameur et par la dénonciation, par toute autre forme de mouvement de grande sociale. Et aujourd'hui, vous verrez que ça évolue un tout petit peu parce que l'exercice dans le principe de communication a évolué. Donc, en gros, ici, s'il faut dire que c'est Patrick Muyaya qui est le plus grand bénéficiaire par l'image, je ne pense pas. On ne devient pas star parce qu'on veut exposer le problème des uns et des autres. Moi, je connais, si vous lisez le gouvernement Sama Lukonde, le tout dernier, je ne pense pas qu'il était l'un des ministres les plus exposés. Je pense, à mon humble avis, que le ministre de la Communication et de l'Éducation ou de l'EPST était beaucoup plus médiatique que lui. Pas forcément parce qu'il passait au briefing, mais parce que dans son organisation de la communication, il était très présent différemment. Donc je crois qu'à ce niveau-là... Ou celui de la fonction publique. Même celui de la fonction publique, je veux dire, l'IAO. Donc le problème n'est pas à ce niveau-là, le problème c'est qu'il joue juste son rôle de tandem et surtout de gestionnaire de la politique communicationnelle et de l'exécutif. Et aujourd'hui, si vous parlez de vendre, je ne pense pas qu'il... Monsieur Boule, il y a une question qui me traverse l'esprit pendant que Gardi était en train de parler. Je m'en voudrais si je ne vous la pose pas. Beaucoup de gens, et je l'ai entendu encore ce matin, pensent que le briefing était une occasion pour le gouvernement d'imposer un peu sa vision au niveau de la population en se servant de journalistes. Écoutez, un gouvernement... Un passage de force. Un gouvernement a des objectifs et la communication politique globalement a pour but de faire quoi, en sorte qu'on puisse conquérir le pouvoir et qu'on puisse le conserver. Communication politique, c'est ça, en fait. Mais lorsqu'on a eu le pouvoir, maintenant, il faut consolider. Et moi, sans être du gouvernement, sans être pour contre le gouvernement, j'estime que c'est normal, c'est tout à fait logique que un gouvernement puisse avoir sa propre communication. Et pour vous, la conception est logique. Pour essayer, effectivement, de montrer le chemin qu'il veut que les gens puissent suivre. C'est tout à fait normal. C'est calqué sur quel exemple? Maintenant, écoutez, les exemples, ils sont très nombreux à travers le monde. Si on regarde les sorties, par exemple, médiatiques d'un président tel que Macron, chaque fois qu'il y a des questions des politiques publiques, il sort. L'avantage avec les pays comme ceux-là, qui deviennent démocratie, c'est que lorsque lui sort, il dit ce qu'il a dit, le président dit c'est parce que c'est lui qui met l'action gouvernementale, disons-le, en France là-bas. Lorsque le président sort, il a des points de vue, même si ce sont ses points de vue à lui, on fait porter ça sur le gouvernement. Parce que c'est le président Macron qui l'a dit. Ce n'est pas qu'il a consulté avant de venir parler. L'ensemble de la classe politique, il le dit. Et donc, le gouvernement a la possibilité. Tout le problème, c'est de ne pas empêcher qu'il y ait d'autres points de vue. C'est cela le problème. Le gouvernement peut venir, peut mettre les moyens qu'il met, n'est-ce pas, pour pouvoir mettre... Mais qu'il ne faut pas qu'on empêche qu'après, il y ait d'autres points de vue, qu'il y ait d'autres couches de la société qui puissent avoir des points de vue contraires. C'est la question d'ailleurs. Est-ce que ce briefing, le format RD Congo, tient compte de la neutralité du journaliste ou facilite les débats autour de cette question? Je ne vais pas aller sur la neutralité parce que c'est à eux de savoir s'ils doivent être ce qu'ils doivent faire. Vous êtes observateur, vous pouvez avoir une analyse. Les journalistes, vous appréciez ce qui se passe. Les journalistes doivent savoir leur travail. Quand ils vont là-bas et qu'on leur souffle les questions, là ils n'ont pas fait leur travail, c'est contre le travail, c'est contre le métier. C'est le cas ou pas? Je n'ai pas encore participé au briefing parce que je ne suis plus actif. Je suis journaliste en congé, vous le savez, je suis en congé. Je ne suis pas actif, mais je regarde, par exemple, je regarde le dernier cas avec ce qui s'est passé à Kananga. Vous avez vu une question qui a fusé d'une journaliste. Cela montre que les journalistes sont quand même, à un moment, ils savent ce qu'ils doivent faire. Cette question qui a fusé d'une journaliste et qui a provoqué ce que ça a provoqué avec le gouverneur, qui a donné sa réponse telle qu'il a voulu donner. Si la question avait été soufflée par quelqu'un, alors cette personne a raté sa cible. Parce que la réponse qu'on a donnée, ce n'est pas la réponse que la personne attendait. Très bien. Nous avons un témoignage sur ce plateau. Vous participez régulièrement à ces différents briefings, cet exercice de redevabilité. Est-ce que vous continuez à garder votre impartialité, notamment dans les débats? Mais je laisse l'apanage à notre population de me juger.
Mais je vous garantis que je suis vraiment impartial dans ce que je fais. Je vous prends le tout dernier briefing. La population n'est pas dans le secret des dieux. Ah, mais on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté de la caméra. Non. Cher Chungou, vous savez, aujourd'hui, les Congolais ne sont pas dupes. Hein. On peut t'interpeller, même te faire des problèmes si tu ne te comportes pas bien. Parce que nous, là, nous disons le mal des autres. Je prends un cas, le tout dernier en date. L'Union européenne a décidé que désormais, le cacao et le café RD congolais ne sera plus vendu sur le marché de l'Union européenne. Et ça va rentrer en vigueur en décembre 2025. Mais tout de suite, le même jour, paf, on a fait venir le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Alors, lorsqu'on m'a donné la parole pour poser ma question, je lui ai dit, monsieur le ministre, merci d'être venu. Mais moi, je constate une chose ici en Afrique. Le jour où l'Union européenne, la même Union européenne avait pris cette même décision contre la Côte d'Ivoire, on avait tous vu le président Alassane Dramane Ouattara, lui-même le chef de l'État, prendre le devant et dire que non, désormais, puisque vous, l'Union européenne, vous ne voulez pas de notre cacao, on va le vendre à la Chine, aux États-Unis et tout ça. Et puis nous aussi, nous allons interdire vos produits ici. Pourquoi est-ce que nous, Congo, Kinshasa, si on nous interdit de vendre, par exemple, sur le marché de l'Union européenne, nous, on doit aller à Madoué, parce que le ministre disait, nous, on donne un peu un temps de délai, dialoguer avec l'Union européenne, lui prouver que notre café, notre cacao ne vient pas des zones où on a fait la déforestation. D'ailleurs, chez nous, on a reboisé et tout ça. Je dis, mais pourquoi est-ce que nous, on doit amadouer les gens? Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas aussi décider, comme avait fait en son temps Alassane Dramane Ouattara? Il a donné ces différents éléments de réponse. Voilà, la population a consommé. Moi, à mon niveau, je pense avoir fait mon boulot. Je n'ai pas été complaisant. Je lui ai dit que nous devons quand même sentir que nous avons un gouvernement. Pourquoi est-ce que vous vous amadouez toujours? Voilà. Très bien. Gardidiana, on dit là où l'argent circule, il y a la neutralité qui part. Et cet exercice de redevabilité qui se fait, c'est fait par des journalistes qui par la suite sont traités, sous-traités par le gouvernement qui les fait venir. Comment garder la neutralité? Merci. J'aime beaucoup cette question parce que quand vous évoquez la notion de la neutralité, c'est parce que vous êtes resté dans le genre journalistique. Je répète ici, le briefing n'est pas une émission. Mais le journaliste reçoit quand même des journalistes. Laissez-moi arriver. Quand on reçoit des journalistes, vous savez, le briefing, c'est celui qui est à la tête de ce ministère a été journaliste, il connaît le modèle économique de la presse congolaise. Quand vous invitez des gens à 10h, 20h, à 20h, 19h, leur donner un petit transport, pour moi, n'est pas ça de la corruption. Si vous arrivez à vous corrompre moralement pour 50, 100 $, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre place, vous ne devrez pas faire ce métier. Et logiquement, je crois que... Donc c'est une mauvaise conception de ceux qui le disent. Non, mais parce que dans ces briefings-là, je vois des journalistes, parce qu'on en a maintenant, je vois les journalistes de toutes les tendances. Puisque maintenant, on a en RDC des journalistes pro-tel, on est radicalisé un peu comme le politique, polarisé, je voulais dire. Mais il y a un élément essentiel dans la question, et je sais que c'est revenu plus de 3 fois. Est-ce que le briefing est aussi une tribune de promotion de l'action publique ou de la vision du chef de l'État? Cher Chungou, dans son approche institutionnelle, il y a une trilogie dans la communication institutionnelle. Il y a l'information, ce que vous faites, c'est que le ministre fait par ses services de communication. Il y a l'animation. On parle du nation branding pour le cas du ministère. Et il y a la mobilisation. Cette approche sociologique de faire adhérer la population. Dans l'animation, quoi de plus normal pour un gouvernement de pouvoir avoir des outils? Parce que si on veut amener les gens à adhérer dans une action publique, il faut commencer par les conscientiser. Conscientiser, c'est quoi? Vendre, faire la promotion des efforts consentis. Il est impossible, surtout dans l'approche politique, de dire que le briefing est là pour des raisons... En fait, ne va pas chercher la neutralité. Ce qu'on exige au briefing, c'est la transparence. Mais pourquoi ce qui est noir ne se dit pas en plein briefing? Ça se dit. Mais la preuve, je mets l'analogie qui a été faite par quelqu'un, je ne sais plus qui, il dit, le ministre Mouyaya s'est fait contredire dans sa propre province, par le gouverneur. Pourtant, il y a eu un briefing avant. Si c'était un truc boutiqué à gauche, à droite, je ne pense pas que le gouverneur serait venu et faire ce qu'il a fait. Il n'y a pas que là-bas. Moi, j'ai assisté à des briefings, notamment de l'EPST, où le ministre évoque un élément, il s'est fait contredire par son collègue. Et deuxièmement, pourquoi il est préférable que lui soit là qu'un simple animateur? Il est membre de l'exécutif. Il en assure la promotion de l'action publique du gouvernement. Mais au-delà de ça, il prend part au Conseil de ministres. Ça veut dire que
c'est tout à fait logique que lui qui maîtrise les enjeux puisse orienter les débats et si besoin. Il n'est pas là que pour réguler le débat, mais aussi apporter des éléments, des compléments parce qu'on est dans une action de communication. Vous verrez que de temps en temps, quand il y a insuffisance d'arguments, il a tendance à compléter parce que ce n'est pas un exercice, ma foi. Il n'est pas là en tant que journaliste. Et donc, quand vous parlez de pourquoi ce qui est noir ne se dit pas, ah mais je ne sais pas comment vous le dites, mais moi j'ai déjà vu des ministres, je vous donne un exemple. J'ai vu pour la première fois, si le briefing était téléphoné, le VPM de l'Intérieur aujourd'hui, Jacquemin Chabani-Louko, tergiversé sur la question du changement de la Constitution. Vous pensez que c'est Mouya qui aurait préparé ou qu'on aurait préparé ce genre de questions pour mettre mal un membre du gouvernement? Je ne pense pas. Un juriste brillant, mais que j'ai vu complètement perdre la boule sur une question parce que c'était une question inattendue. Il ne s'attendait pas à la question. Et chacun a fait son travail librement. Donc, en gros, il y aura toujours des choses à redire, peut-être dans le fond et dans la conceptualisation de la chose, mais dans l'idée, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher grand-chose à ces programmes. Et si certains pensent qu'il n'y a pas de neutralité, dites-le nous qui, parce que moi, je ne participe pas au briefing. J'ai participé une ou deux fois, j'étais encore en retrait en tant que conseiller d'un ministre en communication. J'ai vu des journalistes venus de toutes parts. J'ai même vu des journalistes qui sont venus avec l'idée de pouvoir clouer le ministre avec des questions. Je suis quand même resté sur ma soif, M. Oboul, lorsque j'ai posé la question de savoir si c'était calqué sur quel modèle en dehors de notre pays. Je n'ai pas senti la réponse venir exactement. Est-ce que ce briefing, c'est une innovation? Est-ce que c'est une innovation congolaise avec l'avènement de Patrick Mouyaya ou c'est déjà une histoire, on n'invente pas la roue? Non, je vous dis que un pays... Exactement ce qui se fait. Je voudrais vous dire qu'un pays peut choisir son modèle. Un ministre qui arrive peut choisir son modèle. Ça veut dire qu'il veut apporter un plus à ce qui se fait avant. Le ministre qui était là avant a passé tout le temps. Il faisait des points de presse ou des conférences de presse. Un ministre arrive, il pense que pour lui, la meilleure action à faire, c'est de pouvoir associer les autres collègues, tous les secteurs à la vie nationale ou à la défense des politiques publiques. C'est une manière de faire. Je vous dis que chaque pays a sa manière de faire. Écoutez, vous n'allez pas faire le briefing à la russe, parce qu'en Russie, c'est le président qui parle, il parle pendant des heures. C'est sa manière de faire. Vous n'allez pas le faire à l'américaine, non, Trump il n'est pas là, il est dans ses tweets, il envoie ses tweets et tout, et voilà. Donc, est-ce que ça renforce un peu la démocratie, cet exercice de redevabilité, à votre avis? Bon, ça renforce... Quand vous évoquez la Russie... Je disais que ça renforce la démocratie. Je dis, mais il faudrait que cela ne reste pas simplement une action du gouvernement. Ça renforce la démocratie parce que ça permet aux gens de pouvoir avoir l'information qu'il faut sur les politiques publiques. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait pas que ce soit exclusif. Ça veut dire qu'il n'y a que les gens du gouvernement qui communiquent et que les autres n'ont pas la possibilité de communiquer. Si... en même temps que le briefing est en train de se faire pour montrer l'action gouvernementale, il y a aussi d'autres initiatives qui permettent à d'autres citoyens qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement de donner leur point de vue sur la marche du pays. Comme on voit dans des pays tels que la France et ainsi de suite, Marine Le Pen prend le temps. Et ils doivent passer par la même tribune. Devraient passer par la même tribune parce que, par exemple, la télévision publique, la RTNC, n'est pas la télévision d'État. C'est la télévision publique. Autrement dit, c'est avec une ligne éditoriale. L'argent du trésor public. La ligne éditoriale devrait changer. Si nous voulons faire des réformes, devrait changer. Ça ne peut pas rester une télévision du gouvernement congolais. Non, ce n'est pas pour le gouvernement. Le gouvernement devrait avoir son temps de parole avec la politique gouvernementale. Équitablement avec les autres. Voilà, les autres devraient pouvoir avoir leur temps de parole. Pourquoi? Je le dis parce qu'en regardant la sociologie des médias, on va voir que d'une part, il y a ceux qui envoient les messages, les émetteurs, ça veut dire le gouvernement avec toute sa politique, mais n'oubliez pas que le vrai acteur vraiment des médias, c'est l'opinion publique. C'est donc le récepteur. Quand vous posez la question de la neutralité, eh bien, l'opinion publique regarde sans, à travers les questions, est-ce que cette personne a posé une question qui est intelligente ou c'est une question qui a été préparée d'avance? Est-ce que les réponses qu'on donne sont des réponses qui répondent aux politiques publiques, qui répondent à l'intérêt public, ou bien que c'est simplement des réponses que l'on donne pour pouvoir peut-être fuir? Alors parlons-en, ce format briefing, Patrick Mouyaya, je vais le dire ainsi, a pu associer au débat l'opinion publique.
Parce que vous en parlez. Oui, pourquoi? Et je vais revenir aux théoriciens dont j'ai parlé tout à l'heure. Dominique Wotton, vous pouvez aller même jusqu'à Jürgen Habermas, vous pouvez aller jusqu'à Pierre Bourdieu. Il montre très bien qu'il y a 3 acteurs dans la communication politique de ce type-là. Il y a le gouvernement, ça veut dire, il y a les médias et il y a l'opinion publique. De notre temps ici, tel que nous vivons, généralement, les gouvernants sont pris en charge ou sont pris en étau par l'opinion publique et les journalistes. En fait, c'est eux qui dirigent. C'est l'opinion publique qui dirige en disant « voici ce que je veux que soit ». Pour éviter d'être justement pris en otage par l'opinion publique, le gouvernement doit pouvoir anticiper, doit pouvoir communiquer d'avance sur ce qu'il fait. C'est ce qu'on appelle redevabilité. Voici ce que je fais, voici ce que j'ai prévu, voici où je suis en train d'aller. Pour éviter ce qui s'est passé. L'anticipation et la participation au départ, Voilà. M. Oboul, c'est 2 choses différentes. Vous parlez de l'anticipation, moi je parle plutôt de la participation de l'opinion publique au débat. Mais je dis ceci justement, le gouvernement anticipe pour que l'opinion publique ne puisse pas le prendre en otage. Parce que si l'opinion publique prend le devant dans le débat, le gouvernement va suivre ce que l'opinion publique fait. Or, ce n'est pas possible que quelqu'un qui a un programme suive tout ce que l'opinion publique, parce que ce n'est pas prévu dans un programme. C'est pourquoi je vous dis que la participation de l'opinion publique doit être une participation qui est cadrée par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont un programme d'action à faire, n'est-ce pas? Nous avons au début de l'année, voici les programmes d'action. Il y a certainement des actions que l'opinion publique aurait voulu voir, qui ne se trouvent pas dans votre plan. Voilà, je vais vous donner un exemple, je vais être clair avec ça. Le ministre, un des ministres qui est le plus malmené actuellement, disons-le comme ça, les plus malmenés, c'est le ministre des Infrastructures. Les gens attendent des choses, mais lui, il n'a pas ça sur son plan. Les gens disent, nous, on voulait là que tu nous donnes telle chose, telle chose, telle chose. Mais il n'y en a pas sur son plan. Non. Il parle de la route de Kabamba. Est-ce que ça a été prévu? À quel moment cela a été prévu? Si l'opinion publique prend le devant, justement, ce ministre-là fera malmener jusqu'au bout. Est-ce qu'il avait prévu ça dans son plan? Maintenant, il devrait pouvoir anticiper pour venir dire aux gens, je sais qu'il y a tel besoin, mais voici comment nous, on a planifié que ce besoin-là puisse être assouvi. Voici, on va commencer par ceci, on va passer par cela. Il s'explique auprès de l'opinion. L'opinion peut accepter ou ne pas accepter, mais au moins, il explique ce qu'il veut faire auprès de l'opinion. Et c'est ce qu'un gouvernement devrait pouvoir faire. Et je pense que sur ce point de vue, on ne peut pas reprocher au gouvernement d'avoir fait ce modèle qui lui permette, en tout cas, d'anticiper sur certaines questions. Alors, le briefing est composé de plusieurs micro-programmes. Je pose d'abord la question, vous allez répondre. Plusieurs micro-programmes. Est-ce que dans ces cocktails de micro-programmes, il y a un aspect qui crée une interaction directe entre le gouvernement et l'opinion publique? C'est pourquoi je voulais compléter sur le point de vue de... C'est la question, vous allez compléter justement, je vous la pose. Vous ne pourrez pas couper. Mais l'opinion publique est faite de qui? De nous tous, non? Notre population a besoin de quoi? Je parle d'une interaction directe, c'est-à-dire la population qui pose des questions. La question est simple. C'est que dans la plupart des cas, le briefing vient souvent et il y a des thématiques, il y a des ministres qui ont été convoqués après une clameur publique. Je prends l'exemple de Julien Paluku sur la question de la fermeture de la frontière avec la Zambie. C'est-à-dire que quand l'opinion publique prend en charge une question, il est de devoir du gouvernement de pouvoir apporter de réponses à ces questions-là. Quelle est meilleure interaction que celle-là? Aujourd'hui, on est dans une période je ne parle pas du format journaliste-gouvernement, puisqu'il y a eu un stimulus de la population. Je parle de la population vers le gouvernement. Vous voulez c'est de ça. Que le gouvernement, que la population interroge. Y a-t-il un format prévu qui met en interaction la population, l'opinion publique et le gouvernement sans passer par le ministère de la Communication et des Médias, des plateformes digitales où il y a interaction, où les gens régulièrement posent et émettent leur avis et qui sont pris en compte dans les différentes interventions. Ça existe. Mais je ne crois pas, M. Chongo, que ce soit je crois que une obligation. Si j'ai bonne mémoire, il y a une question au ministre. Il y a un ministre, quelque chose comme ça. Il existe le concept de ce genre-là pour interagir avec la... Alors je dis que par rapport à la communication publique du gouvernement, ainsi de suite, l'interaction peut se faire à plusieurs niveaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile, il est très très difficile d'organiser ce genre de choses. Sans que ce ne soit cadré. Parce que je vous ai dit que quand l'opinion publique... Vous craignez le pire, hein? Mais non, écoutez, quand l'opinion publique prend quelque chose, c'est elle se met à intervenir, ça veut dire que c'est elle qui va vraiment donner au gouvernement l'action à mener. Mais or, là,
tel que c'est fait aujourd'hui, c'est que le gouvernement vient montrer que nous avions prévu ceci et nous sommes en train de le faire, on est sur la bonne voie. C'est cela. Alors, ça pourrait être sur ce que nous sommes censés faire. Voilà, c'est ça en fait le briefing. Mais pour votre selon intérêt, vous. oui, pour votre intérêt, pour l'intérêt public. Parce que si ce n'est pas une question de politique publique, ça ne sert à rien d'amener ça au briefing. Ça serait une question d'intérêt particulier. Et un détail, Chungu, ce que les gens oublient, c'est que la notion de la gouvernance, encore les politiques publiques, sont la frontière entre les questions d'ordre économique, financière, mais aussi les questions de droit. Chaque action est limitée par son action. C'est pourquoi on parle de la loi de finances. C'est-à-dire qu'il est soumis à un délai et à des règles à ne pas sortir. Or, c'est comme le prof le dit, s'il faut suivre la tangente où c'est l'opinion publique qui dicte, c'est ce qu'on dit, qui trop embrasse mal les trains. L'opinion publique a autant de priorités, autant de besoins et de manière disparate, surtout pour un État continent comme la RDC. Ce qui fait que dans l'approche communication, on risque d'évaluer le gouvernement sur le non prévu. Exactement. C'est-à-dire que ce qui fait que le gouvernement anticipe dans sa communication pour pouvoir orienter le débat sur ce qui est prévu et que le jugement, que ce soit des valeurs ou des jugements très objectifs, se fasse sur base de ce qui est chronométré, ce qui est prévu. Encore que l'opinion publique de Kinshasa n'est pas celle des Katakokombe. Exactement. Kinshasa n'est pas Katakokombe. Il y a tellement de choses à travers le pays. Alors et le besoin sont divers et variés. C'est quoi le baromètre? Donc, alors, avant qu'on ne parle de perspective, j'aimerais que l'on fasse un petit récap, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en 2025, évaluer un tout petit peu l'année 2024, le parcours de cette stratégie mise en place, cette stratégie communicationnelle mise en place par le gouvernement de la République via le ministère des Médias. Je l'ai dit, quelles ont été les faiblesses et les forces? Commençons par les faiblesses d'abord. Où ça fait un peu mal. Voilà. Pour 2024, oui. Pour moi, l'une des plus grandes faiblesses du briefing, c'est qu'il n'y a pas une cohérence, entre ce que disent les ministres, ce qu'ils ont prévu, et les actions des terrains. Plusieurs ministres sont passés pour dire ce qu'ils pensent faire, ce qu'ils veulent faire, mais quand on va voir sur le terrain si effectivement ça a été fait de cette manière-là, on se rend compte qu'il y a un hiatus. La responsabilité ne revient pas au briefing, c'est le ministre qui porte la charge. C'est pourquoi je dis que c'est une faiblesse. Pourquoi? Parce que la parole, telle qu'elle est proférée, telle qu'elle est dite, doit être en cohérence. Parce que la crainte, c'est laquelle? C'est que demain, lorsque le ministre va compter avec le même briefing, en rappelant le ministre, qu'est-ce que l'opinion publique va dire? Il appelle ses amis pour venir dire des choses qu'ils ne font pas. Pour moi, c'est une grosse faiblesse. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire où je suis, comment pouvez-vous penser qu'un ministre fait une instruction académique en disant par exemple que le 3e cycle, on va payer tel montant, tel montant, tel montant. Ça va dans les universités. Aucun recteur n'applique. Mais le ministre vient au briefing pour dire, voilà, chez moi, j'ai fait une instruction, les fonds pour l'argent pour payer, c'est tel frais, c'est des strictes applications. Mais les gens savent que ça ne se fait pas. Alors, ceci va faire en sorte que ça risque de produire l'effet contraire à ce que l'on cherche dans la communication gouvernementale. Cette incohérence-là peut faire en sorte que les gens ne croient même pas au gouvernement en disant non. Ça touche à la crédibilité. Voilà, à la crédibilité. Ils disent des choses qu'ils ne font pas. Voilà. Et donc ça peut être une faiblesse s'il n'y a pas de cohérence entre l'action gouvernementale, ce qui est proféré, et ce qui se fait. Voilà, ça peut être une grosse faiblesse. Une autre faiblesse que moi je trouve, une deuxième faiblesse, j'ai peut-être m'arrêter par là pour laisser les autres qui participent peut-être avoir un œil un peu plus de l'interne. La deuxième faiblesse pour moi, c'est le fait qu'on prive, pendant les briefings, on prive aux gens d'avoir d'autres programmes. Ça veut dire qu'on mobilise la télévision nationale, par exemple, autour de l'action gouvernementale pendant tout ce temps. On prive aux autres qui n'ont pas besoin de suivre ça, d'avoir la possibilité d'avoir un autre programme. C'est une nécessité. Non, pour moi, le briefing ne devait pas être calé à des heures où les gens ont besoin, par exemple, de suivre les informations. Pour moi, on devait mettre ça à des heures prévues, annoncées d'avance, où les gens savent que tel jour, de telle heure à telle heure. L'intégrer dans un programme bien connu. Voilà, bien connu, pour permettre aux gens de savoir que je peux aller suivre ou non. Et non pas priver à des gens qui sont en train, par exemple, d'attendre leur match de football. Je suis clair, par exemple, ils attendent le match de football et c'est les briefings qui arrivent. Non, vous privez à des gens qui n'avaient pas besoin de suivre les briefings, de suivre, par exemple, leur match de football. Donc, les briefings devaient entrer dans un programme
comme c'est la chaîne publique, devait entrer dans un programme où c'est ce qui est prévu. Les gens savent que c'est un type de communication politique. Ça viole un peu le caractère urgent de la chose. Oui, mais ça ne doit pas être tout le temps urgent. Ça dépend de matières. Voilà. Toutes les matières ne sont pas urgentes. Voilà, ne sont pas urgentes. Il y a des matières qui sont pas urgentes, qui peuvent être prévues d'avance. Ce qui est urgent, on comprend qu'il est urgent, voilà. Mais ce qui n'est pas urgent pouvait être planifié pour qu'il y ait un programme qui ne dérange pas l'ensemble des programmes. Je sens qu'Éric n'est pas très d'accord avec cette façon de voir les choses, Éric. Bien sûr. Non. Toute œuvre humaine a... Programmer les briefings. Bon, parlons des faiblesses alors, si vous êtes d'accord, selon vous. Encore faut-il dire ici que chaque acteur n'a pas encore intériorisé la nécessité que de partager ce qu'il fait, avec qui il le fait, pourquoi il le fait, pour quel objectif il le fait. Je ne vois toujours pas, par exemple, tous les ministres défiler. En son temps, lorsque Jean-Pierre Bemba Gombo était VPN, vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, je ne l'ai peut-être pas vu venir au briefing ragaillardir les troupes, apaiser la population quand il s'agit de X ou Y. J'entends bien quand on dit, par exemple, il faut en faire un exercice contraignant, par exemple, parce qu'actuellement, par exemple, il y a des problèmes sérieux à Kinshasa quant à la mobilité de la population, avec tout ce qu'il y a eu comme instauration des systèmes sens unique, ceci, cela. Et le gouverneur est dans ses bottes. Non, pas gouverneur. On parle de gouvernement d'abord. On n'a pas suffisamment vu le ministre sectoriel venir nous expliquer voici pour nous engager, par exemple, le Lumumba, il faudrait. Non. Tous les ministères n'ont pas encore, à mon avis, participé véritablement à cet exercice-là pour pouvoir éclairer par rapport aux réalités de leur secteur. L'appropriation, vous parlez de l'appropriation de la démarche. J'aurais voulu que la nécessité de communiquer soit comprise par tous les acteurs. Pourquoi ? Parce que la transparence va nous éviter des rumeurs, va nous éviter de problèmes. Parce qu'on vient aussi d'une société un peu secrète où tout était secret d'État. Je prends un cas. Chez nous, par exemple, si vous sortez un appareil de photo pour prendre à l'aéroport, on va te dire secteur stratégique. Tout est stratégique. Alors, des autorisations. Etc. Alors, ces styles-là de vivre et de ne pas communiquer toujours, je crois que ça fragilise. Et pour moi, j'aurais voulu que tout le monde... Nous sommes ici, il y a une jeunesse qui voudrait avoir du travail. Je n'ai jamais vu, par exemple, un ministre du Travail, pouvoir social venir expliquer aux gens comment il voulait faire pour, par exemple, créer des cadres pour que le privé vienne aussi créer... Pour ce gouvernement, on a un ministre du Travail. Oui, justement. Travail et emploi. Par exemple, justement. C'est-à-dire que... On a l'impression que c'est un ministère inexistant. La nécessité de partager, de communiquer, devrait être l'apanage de tout le monde pour qu'ils sachent que c'est notre action. Est-ce qu'il faut rallonger les bras à Patrick Mouyaya pour que ça soit une contrainte, justement? Non, encore faut-il que tous sachions la nécessité et les avantages de celle-ci par rapport à la communication. La communication doit nous sauver. Quand il n'y a pas de communication, ça ne va pas. Ici, les chefs de l'État devraient aller au niveau de Luanda le 15 décembre dernier pour aller rencontrer Kagame du Rwanda. Le gouvernement savait que Kagame ne viendrait pas. Mais pour prouver au monde entier que nous, on était dans l'approche de la paix, notre chef de l'État s'est déplacé. Et le même jour, on avait communiqué. Et pour encore moi, que cet argument-là, auprès du public, excusez-moi, ne passe pas. Quand le gouvernement dit qu'il savait, les gens se disent dans le public, il savait, il a quand même brûlé le carburant. Ça aussi, ça peut être le contre-productif. Brûler le carburant pour faire triompher la cause du Congo, il n'y a pas de mal à ça, à mon avis. Chacun a son avis. Je suis citoyen congolais également. Mais je pense que cette nécessité de pouvoir communiquer sur ce qui est mis, sur ce qui est fait, sur ce qui est prévu, est essentielle. Mais encore faut-il que ça puisse vraiment aller à l'ancrage. Et pour moi, la redevabilité est essentielle. Nous saurions qui fait quoi. On est encore dans les faiblesses. On est encore dans les faiblesses. Là, vous allez plus loin. J'ai posé une question sur le fait qu'on devait rendre contraignant cet exercice, notamment, je ne sais pas moi, en utilisant... Mais oui, l'argent des fourrages. Je ne pense pas, parce que la faiblesse dans ça, c'est que vous savez, la plus grande force d'une communication, c'est le contenu. Vous n'obligez pas quelqu'un à venir communiquer quand il n'a pas à communiquer. La question, ce que vous voulez avoir le ministre des Transports maintenant, autour de quoi va s'articuler sa communication pour répondre aux besoins le plus pressants et surtout à une question qui énerve comme les embouteillages, la gestion, le flux de circulation et autres. On communique quand on a des réponses la communication aux questions qui se posent. Et c'est là où je reviens maintenant sur la faiblesse du briefing, c'est que le service après-vente, je préfère l'appeler comme ça, n'est pas assuré. C'est ce qui nous ferait craindre ce que le prof a évoqué ici. C'est quand vous êtes dans l'action, dans la communication publique, dans l'action du gouvernement,
faut être en mesure de pouvoir, quand il s'agit des effets d'annonce, de bien communiquer pour faire adhérer les autres, mais aussi de revenir pour apporter par l'exercice de véritablement rédévabilité. Ça veut dire que savoir dire on a réalisé autant, il y a une faiblesse à tel niveau pour telle raison, et voilà les nouvelles projections. Et je pense que dans cette... Communiquer aussi autour des échecs, c'est ce que vous voulez dire. Parce que, j'ai dit ici, j'ai parlé de la communication publique, il y a un élément aussi essentiel dans ça, c'est qu'il faut humaniser la communication. Il est parfois préférable de ne pas avoir toutes les réponses que de paraître les divins êtres. C'est lui qui a la réponse à tout. À un moment donné, il faut savoir dire, ici on a échoué, ça renforce l'adhésion et ces sentiments d'appartenance. On sait qu'ici il ne l'a pas fait, on sait vous excuser. Je pense que ce service après-vente n'est pas fait. Deuxième faiblesse, c'est un peu ce que vous venez de dire ici. Moi, je pense que c'est à des limites près. Il ne faudra pas laisser cet exercice seulement aux journalistes. C'est ce qui fait qu'on a la confusion. On pense que c'est une émission de télé. Il y a des forces vives, des acteurs sociaux qui ont des questions très cruciales des différentes communautés qu'il faut donner l'occasion de pouvoir poser la question à l'exécutif de manière directe, même aux autres directions qui participent, parce qu'il n'y a pas que le membre du gouvernement. J'ai vu Julien Nguetté, qui est une institution connexe à la présidence de la République, participer. J'ai vu les directeurs généraux, les directeurs généraux des différentes sociétés participer. Donc, il faut élargir cet espace-là, n'est pas rester que sur le journalisme, faire en sorte que les acteurs du développement sur le terrain, les regroupements, les mouvements associatifs et autres, puissent poser de manière directe leurs questions pour pouvoir aussi améliorer les vues de ministres qui, beaucoup ne sont pas sur terrain, qui sachent au moins ce que les vrais acteurs sur terrain pensent et apportent des vraies solutions. Très bien, on revient vers vous, M. Oboul. Le grand succès, je dirais, les retombées directes, immédiates pour 2024 par rapport au briefing. Je ne sais pas quantifier, je ne suis pas très proche de ce qui se fait avec les briefings, mais je dis... De grandes victoires, justement, par le briefing, le gouvernement a pu ou a su résoudre tel ou tel autre problème. Je ne sais pas le dire, mais pour moi, le fait que les briefings existent, pour moi, c'est quelque chose de bien. Le fait que ça existe, pour moi, c'est un point positif. Ça permet aux gens de voir. Et les gens savent qui mentent et qui disent la vérité au briefing. Et moi, j'aime ça. Enfin, moi, j'aime. Parce qu'on vit sur terrain. Si vous mentez, on le sait. Et pour moi, c'est bien que les gens sachent qui ment, qui a dit la vérité par rapport à ceci. Et aussi, quelles sont les compétences de chacun des ministres. Ils l'ont dit, tous les ministres ne sont pas passés là-bas. On peut évaluer. On peut évaluer. Je trouve ça très positif. Et effectivement, il y a beaucoup de ministres qui ne sont pas passés. Et je suis convaincu que certains ne passeront pas parce qu'ils n'ont rien à apporter. Et pourtant, c'est une communication gouvernementale. Ça veut dire qu'ils devraient venir parler de l'action gouvernementale dans leur secteur. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ne pourraient pas venir, qui ne pourraient pas tenir. Parce que les questions risquent de recevoir, risquent d'être des questions difficiles. Alors pour moi, le fait que ça existe, c'est déjà quelque chose de bien qui nous permet au moins de mesurer ça, l'action gouvernementale, où est-ce que nous en sommes. Est-ce que le briefing peut même servir à la longue à la sélection de membres du gouvernement? Oui. Si ça pouvait se faire avec tout le monde, comme vous avez de manière continue, que tout le monde passe, ça peut même servir, peut-être pas en termes de cotation, qui a mieux présenté son secteur, qui a mieux maîtrisé son secteur, pour qu'il soit peut-être reconduit ou pas. Moi, je me rappelle que lorsqu'il fallait refaire le gouvernement, le président de la République avait déjà dit, tel ministre, en tout cas si on devait le faire, ça ne dépend pas de moi, mais lui devait être là. Oui. Voilà. Peut-être. Vous parlez du ministre de par exemple, de la fonction publique dont je parlais tout à l'heure. Il a été en plein briefing, cité comme meilleur des ministres. Voilà. Qui s'est noyé dans son deuxième mandat. Voilà. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Pourquoi? Parce que peut-être que l'action qu'il a menée, les gens ont vu qu'il avait une bonne action, ainsi de suite. Ça peut permettre de côté. C'était grâce au briefing qu'il a vendu. Voilà. Donc, il a été très bien vendu. Les briefings, mais aussi on entendait parfois les fonctionnaires parler de lui en disant non, ça fait plusieurs années par exemple. Ça correspondait à ce qu'ils ont vécu sur le terrain. Voilà, plusieurs années par exemple, on n'avait pas fait ceci, la mécanisation, mais là on trouve que c'est un peu plus vite. Voilà. On voyait qu'il y avait des actions qui étaient menées et lorsqu'il en parlait, il y avait en fait une petite équivalence avec ce qui se faisait sur le terrain. Voilà. Pour moi, la force, c'est que ça existe déjà et qu'il faudrait peut-être améliorer, comme je dis, et ne pas laisser que le gouvernement parle seul, mais faire en sorte qu'il y ait aussi des voix contradictoires. Ça veut dire qu'il y ait d'autres forces sociales qui puissent avoir la possibilité de parler dans les mêmes espaces pour permettre à ce que toute la société se retrouve. Parlons de seconde victoire. Gardidiana, et on va finir avec Eric. Je savais si vous me posez à moi la question, pour moi la plus grande victoire... Pour 2024, pour 2024, pour le plus grand succès. D'avoir émis au cœur du débat public les vraies questions existentielles. Pour moi, c'est la plus grande victoire.
On peut en parler comme on veut dans chaque secteur, mais je pense qu'aujourd'hui, surtout l'année 2024 a été une année remplie de beaucoup d'enjeux. Et le Congolais, en fait, je ne sais pas évaluer l'ensemble de la nation, mais les grandes villes, on a senti une forme d'adhésion et d'intéressement de la population sur les questions de l'État, parce que expliquer différemment au-delà de rapports et dossiers presse. Donc pour moi, je crois que c'est le plus grand mérite du briefing pendant l'année 2024, mais bien plus encore, parlant de la question de la guerre de l'Est, qui aujourd'hui a permis quand même que cette question revienne dans le cœur, dans les débats publics, surtout dans le cœur de différents Congolais. Donc voilà, un peu, pour moi, ce sont les deux grandes victoires majeures du briefing cette année. Est-ce que le briefing a aidé la RDC dans cette guerre avec le Rwanda? Exactement. Dans beaucoup de choses. Je prends ici les cas parce que le prof a dit qu'il faudrait aussi avoir la possibilité de faire interagir d'autres gens qui viennent d'autres secteurs. Je me souviens une fois, on a fait venir au briefing le professeur Chibangu Kalala, qui lui expliquait scientifiquement si les Rwandais avaient de terres ou je sais pas à réclamer à la République démocratique du Congo. Il en a parlé cette fois-là du côté de droit et sur le plan scientifique. C'est important. Et je crois que la grande victoire, c'est un peu l'instauration d'un dialogue, l'éclatement de la vérité. C'est-à-dire que chacun de nous qui gère la République dans son temps d'activité, qu'il soit lui aussi, qui se sente redevable à cette population qui lui a donné la possibilité d'être au sommet. Que l'on ne soit pas là-bas en train de faire ce que l'on veut. Non, il faut toujours revenir, rendre compte de ce que l'on fait. Et j'ai même fait un peu corriger pour que demain ça soit amélioré. Je crois que c'est essentiel, très essentiel. Parce que chez nous, on est resté longtemps dans une forme d'opacité. On ne sait pas qui fait quoi, où, comment, pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, on s'est dit, monsieur, s'il vous plaît, l'argent des fourrages. On ne s'est pas demandé l'argent de lampadaire. Comment pouvez-vous acheter le lampadaire à X? C'est quand même un mauvais exemple. Non, mais notre population a besoin de connaître. C'est tout le monde qui retourne le regard vers... Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je prends un autre exemple. Le pauvre, c'est déjà blanchi. S'il vous plaît. Chungu. Toi et moi, dans le travail que nous faisons, nous sommes tributaires de l'énergie électrique. Toi et moi, dans ce que nous faisons, l'énergie électrique est tributaire. C'est très essentiel que d'avoir l'énergie électrique pour que notre produit de communication soit consommé par notre public. Par exemple, avec le passage du ministre des Ressources hydrauliques, nous tous qui avons toujours pensé que nous étions champions en termes de tout ça, Inga, etc. Mais le ministre nous a dit qu'on commençait, nous, à importer l'énergie électrique. Nous l'avions su par le briefing. Grâce au briefing. Justement. Et il y a une dimension on est resté longtemps, pendant des décennies, à ne rien faire. Mais maintenant, il faut que nous puissions nous mettre au travail pour pouvoir combler les vides et penser à pouvoir progresser. La plus grande par le briefing. Et donc, c'est la dimension pédagogique. Très essentielle, très essentielle. Et puis, il faut quand même savoir que c'est la population qui est au-dessus de tout, en tout et pour tout parmi. Une faiblesse dans la forme. Parce que moi, vous savez, s'il faut être vrai, s'il faut être juste, je dirais que ce qui fait que beaucoup reviennent dans l'attribution de questions, c'est que quand le ministre regarde, il y a quand même la notoriété qui est gage de la pertinence de la question. Mais au-delà de ça, je demanderai au ministre de faire un effort, d'être dans un turnover, faire en sorte que même les plus jeunes qui sont arrivés maintenant là, prenez contact avec eux avant. Si, pour moi, ils peuvent communiquer les questions avant pour que vous puissiez maîtriser la teneur et la pertinence de ces questions. Bien recadrer les débats comme ça a été présenté. Je le préfère, mais qu'il y ait un turnover et que généralement, que ça tourne. Je sais que vous préférez tel, parce que vous savez que lui au moins posera une question pertinente, mais une manière de diversifier, c'est aussi faire un effort de donner la parole aux uns et aux autres, surtout beaucoup aux plus jeunes. Et ouvrir le champ. Mais Chungu, à cela, Chungu, il appartient aux journalistes que de faire un peu preuve d'un petit courage. Nous sommes dans la salle. On dit, maintenant c'est la question des journalistes qui doivent arriver. Ah mais... Vous avez la liberté de lever votre doigt et demander... Encore qu'il faut vous choisir. Non, un petit courage, parce qu'il y a des gens vous avez été choisi. Non, il y a des gens qui... Quand le ministre ne vous connaît pas... Il a déjà été appelé à poser une question sans lever la main. Non, moi je demande la parole. Je demande la parole. Ça vous arrive de poser une question sans lever la main. On vous choisit sans... La tête d'Éric, sinon on la connaît. Non, je demande la parole. En tout cas, surtout si vous ne l'accordez pas, je vous fais remarquer que est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, en tout cas on peut se permettre de dire que le succès du briefing... Non, je vais reformuler autrement ma question, parce que là, je risque de vous téléphoner la réponse. Est-ce que, sur qui doit-on reposer
le succès du briefing? Patrick Mouyaya ou le journaliste? Non. Non. Le journaliste, moi, je pense que le journaliste est un des acteurs qui accompagne ce briefing. Il y a ces 3 acteurs. Le journaliste... Qui ont donné du sens, même. Oui. Parce que, vous savez, comme je dis, il faut interroger les ONG et les autres. Voilà. Donc, comme l'opinion publique, comme on dit, l'opinion publique, le grand public n'est pas là, le journaliste représente ce côté-là qui entend les choses et qui essaye de répercuter ce que le grand public dit à tout ça. Mais le briefing est totalement, c'est une communication. En fait, c'est basé sur, le succès est basé sur la conception qu'en a fait celui qui a préparé et celui qui conduit l'action gouvernementale. Celui qui vient communiquer sur le gouvernement, c'est ça qui devait être le succès. Le journaliste contribue à ce succès. C'est pour cela qu'on demande que les journalistes qui sont là soient des personnes qui comprennent ce qu'elles sont allées faire là-bas, qu'ils fassent leur métier, de poser des bonnes questions parce que ceci aide le grand public à comprendre. Et cela permet également au grand public, à l'opinion, de se faire une idée sur la compétence des uns ou des autres. Parce qu'aujourd'hui, le Caisse de l'opinion dit c'est pour enfoncer le mensonge du gouvernement qu'ils font ça. Pourquoi? Parce que justement, si on pose des bonnes questions, ça va contribuer à éclairer la lanterne des gens. Les gens vont voir que ces questions ont été prises en charge. Ils vont s'intéresser à ces questions. C'est si la réponse ne vient pas, comme on a dit, bon, si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Les gens savent que la réponse n'est pas venue. Voilà. Mais c'est le succès, si on peut dire le succès, c'est basé sur le fait que quelqu'un a conçu dans l'action gouvernementale qu'il faut faire quelque chose et ses collègues participent et tous ceux qui participent à ce qu'il y ait quelque chose. Pour moi, le fait que ça existe est déjà bon. J'aimerais qu'on fasse des suggestions avant de finir cette émission puisqu'on est au-delà du temps prévu. Et ces suggestions viendront avec la question. Eric, puisque tu me regardes, est-ce que le briefing est dans toutes les conditions favorables pour sa pérennisation? Non, je parle de conditions financières, techniques. Toute œuvre humaine est perfectible, mais je voudrais ça fait appel à des suggestions, justement. Je voudrais qu'on puisse maintenir le briefing parce que ça permet quand même qu'il y ait la circulation de la bonne information parce que tous on n'a pas non plus toujours le même accès aux sources d'information qui, chez nous, est encore difficile. Par exemple, chez vous avez votre carnet d'adresse, Marc Gardien a le sien, le Kouloutou au Boule a aussi le sien, mais ce n'est pas à la même proportion. Je crois qu'il est toujours bon que de le maintenir, mais bon, pour... Il répond à l'équité. Exactement. Donc, on a tous le droit de poser des questions, avoir des réponses. Justement. Peu importe notre parce qu'il y a fort à faire. Chez nous, on a encore beaucoup de choses à faire et la communication doit nous Conditions accompagner. Financières, je souligne, pour être plus précis. Est-ce que le briefing est dans toutes les meilleures conditions pour sa pérennité ou sa pérennisation? Encore faudrait-il qu'on publie le budget général de chaque du briefing. Malheureusement, je connais pour savoir si c'est moins ou c'est plus. Mais dans le fond, je pense qu'avec ces genres de concepts, je serais tenté de répondre par un non parce que je pense qu'en termes d'implémentation de ces briefings, il faudra qu'on puisse faire parvenir ces genres de conversations dans les confins de la République. Et pour ça, il faut déplacer le briefing en province. Il faut non seulement déplacer, mais les canaux de diffusion. Il faut faire en sorte qu'il y ait inclusivité à ces niveaux-là et que chaque partie de la République ait accès à ces informations-là et que chacun pourra, peut-être par les voies qui lui sont propres, faire parvenir sa réaction après. Je pense que ça reste dans les grandes villes, c'est encore un problème. Je sais qu'aujourd'hui, la RTNC et en ligne également, c'est-à-dire que mais le taux de couverture en termes d'Internet ne dépasse pas le 20%, ça veut dire que c'est encore un problème, ce n'est pas la faute du briefing, mais faire en sorte de multiplier les canaux de diffusion. En province, exactement. Au bas-fond. Je vous donne un exemple, il y a quelqu'un qui, de manière ingénieuse, a pensé à l'état de la nation à une certaine époque, en format imprimé, ça peut peut-être arriver en retard. Vous parlez de Jean-Marie Kassamba. Exactement, mais au moins chacun a un condensé de l'action du gouvernement pendant les années. On peut les empiler comme ça et puis chacun peut revoir et faire des études et des approches comparatives. Je pense qu'à un moment donné, il faudra que le briefing... autour du briefing. Oui, exactement. Le briefing peut arriver à ce niveau-là à la fin de l'année. On fait un condensé ou un résumé de chaque secteur qu'on peut diffuser n'importe quel endroit. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir la télé ou la radio puissent avoir même en imprimé. Chacun pourra se faire une idée de quoi on a discuté, de quoi les débats publics a eu comme question. Merci.
Monsieur Obol? Moi, les améliorations, je vois ça à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de la temporalité. Ça veut dire qu'on ne doit pas, les briefings ne doivent pas être à tout moment des trucs sur l'urgence, 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 l'urgence. Il faut que ce soit un programme, gouvernement, qui sache communiquer lorsqu'il veut communiquer, mais qui sache. Parce qu'il y a des problèmes qui sont permanents. C'est peut-être pour l'imposer. Voilà. Connaissant la mentalité des Congolais, c'est peut-être l'idée de pouvoir imposer ces programmes et puis après peut-être on pourra laisser. Parce qu'il y a des problèmes qui sont structurels, comme on dit. Alors, ces programmes demandent peut-être que le même ministre revienne 3-4 fois. Ce n'est pas interdit. En se disant, par exemple, pendant tout ce mois ici, par exemple, on va par exemple parler comment on élabore un budget. Par exemple, pendant tout un mois, avec toutes les questions possibles, comme on dit, bien participer. Deuxième suggestion, c'est de faire participer pas seulement des journalistes, mais des spécialistes. Par exemple, on parle de questions financières. Toutes ces personnes-là, même si on ne les aime pas beaucoup, crèvent de ou je ne sais pas moi, les financiers, même si on n'aime pas, qu'ils viennent, les ONG, qu'ils viennent poser des questions. Oui. Parce que c'est des questions, on dit, de gouvernance. Voilà. Qui viennent poser des questions pour éclairer la lanterne des gens. Troisième suggestion que je voudrais faire, effectivement, c'est de faire en sorte que, à part les briefings, que le gouvernement puisse initier un autre type de programme où ce n'est pas lui qui est communicateur. Qu'il initie avec les médias publics en disant, voilà, le gouvernement va faire son briefing chaque mercredi ou chaque samedi, il y aura un briefing alternatif. Appelons ça comme ça. Ça veut dire que la société civile ou les autres qui ne partagent pas les mêmes points de vue que le gouvernement viennent également pour avoir un autre son de cloche. Pour avoir un autre son, parce que tous, nous devions pouvoir participer à la construction de notre pays. En ce moment-là, le gouvernement peut récupérer tout ce qu'il n'a pas pu faire, toutes les faiblesses qu'il a, récupérer directement de la part de ces gens, les inciter à donner ces inputs de telle manière que cela puisse nourrir l'action gouvernementale pour l'année prochaine, par exemple. Voilà. Pour moi, ça serait une bonne suggestion. Alors, pour les plans financiers, je ne sais pas comme les autres ont dit, est-ce que c'est suffisant, c'est mauvais, est-ce que c'est peu, ça coûte combien? Qu'ils nous disent d'abord. L'enveloppe d'abord sur la table. On ne sait pas. Et dès que ça sera... Voilà. C'est d'abord le budget. Alors, moi j'aimerais qu'on termine avec une question sur la qualité ou le profil de journalistes qui participent au briefing. Puisque vous avez la parole, un commentaire. Pour moi, quelqu'un proposait ici, on ne prend pas seulement les majors, ceux qui connaissent les problèmes, on doit les mêler, ça veut dire ceux qui sont les majors, mais aussi ceux qui peut-être n'ont pas une grande expérience dans ce secteur et que ça ne s'arrête pas au Genève de Kinshasa. Je suis convaincu que le gouvernement peut faire déplacer chaque semaine 4 journalistes d'ailleurs, je suis convaincu, en leur payant les billets d'avion, parce qu'on voit qu'il y a des missions où les gens vont, qui ne font rien, mais qui passent du temps à l'extérieur. Donc, on peut faire venir par semaine 4 personnes des provinces qui viennent participer à un briefing. Je suis convaincu que ça... Ils peuvent le faire à distance aussi avec les nouvelles technologies. Avec les nouvelles technologies, justement. Souvent, les amis de Goma venir. Oui, c'est seulement Goma, mais... C'est aussi simple que ça de les faire déplacer. Il faut profil des journalistes, oui. En fait, dans le profil des journalistes, d'ailleurs, je reviens sur ce que j'ai dit dès le départ. Ce que j'ai dit dès le départ, il ne faudra pas laisser cette question simplement aux journalistes. Donc, pour moi, je suis convaincu que les autres organisations sociétales peuvent intervenir pour enlever aussi la connotation émission qu'on donne. Le journaliste, je l'ai déjà dit, il y a, c'est vrai, le major, je préfère emprunter l'expression utilisée par le prof Oboul, il y a le major, mais chaque année, il y a de jeunes gens brillants. J'en connais certains qui viennent d'être formés sur les questions de finances publiques. Maintenant, il y a des organisations à gauche, à droite, ça et là. Il faut donner l'occasion à ces jeunes-là. Parfois, ils ont un angle de vue différent de majors. Très bien. Qui ont l'habitude d'être côtoyés, le ministre et autres, qui, depuis un certain moment, perdent aussi la place. Ils ne sont pas très terrain, dans le fond. Oui, j'en conviens, sans problème. Je voudrais que l'on puisse faire... Il faut changer l'équipe. Il ne faut pas changer. Il faut garder l'âme. Il faut garder l'âme. Il faut faire tomber Eric et sa bande. Non, sans problème. Il faut qu'Eric reste à la maison. Je suis choisi, tant mieux si je ne le suis pas. Je laisserai la place. Il faut quand même dire que j'ai rejoint le club après, parce que ça a commencé en septembre 2021. Tu as rejoint pour en devenir chef. Non, il y a tellement de talents. Chez nous, le problème du Congo, ce n'est pas que... Non, nous ne sommes pas en manque de talents. Chez nous, plutôt, c'est que faisons-nous de ce que nous avons comme talent. Il y en a des talents de partout. Et puis, notre métier ici, c'est comment? On commence tous comme des généralistes, un peu comme chez les médecins. Et puis, chacun se spécialise dans X ou Y. Quand ils surveillent, par exemple, des questions de sport, il y en a des amis qui sont journalistes, mais qui sont rodés, rompus dans ça. Etc.
Vous voyez? Donc, je crois que ça dépend aussi des sujets abordés. On n'a pas la parole tout le temps. Merci. Que tout le monde puisse y participer parce que c'est notre pays à nous. Merci beaucoup pour votre disponibilité, mesdames et messieurs. C'est un plaisir d'avoir été là dans votre salon pour vous donner le temps de suivre cette émission. Ah ben oui, qui nous a permis de faire une retro 2024. On a parlé de cet exercice de redevabilité. Merci à vous, monsieur Oboul, de votre disponibilité. Gardi Diana, Eric Lizani, c'était un plaisir. Merci également à vous. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.